Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour cette séance numéro 13, toujours en C#, vous savez où vous êtes, nous allons aborder l'héritage, concept très important que nous avons ici en programmation. Il va falloir être attentif. Je pense pas qu'il y aura beaucoup à dire parce que ça amène à d'autres concepts que j'étale sur d'autres vidéos, parce que ça ferait beaucoup trop et surtout ça ne concerne pas directement l'héritage, c'est plus des choses en relation avec l'héritage. Donc là on va vraiment parler d'héritage pur et simple. On va voir comment ça fonctionne en termes de code, comment ça fonctionne dans le concret pour le coup, et normalement ça devrait vous donner quelques éléments aussi pour vous entraîner après de votre côté et de commencer à utiliser ce concept là en programmation. On y va, on repart, voilà, je le dis quasiment à toutes mes vidéos sur notre exemple de code de base, voilà, le plus simple du monde, et nous allons créer une première classe, on va repartir là-dessus. Je vais reprendre un peu la classe comme j'avais fait dernièrement, on va reprendre la classe Windows, c'était pas mal, ça change un peu. Vous savez, je fais quand même pas mal de formations différentes de programmation, donc j'essaye de pas toujours prendre les mêmes exemples, parce que je me dis quelqu'un qui veut suivre tous les cours, au bout d'un moment, quand on lui parle de player, d'armes, d'animaux, tout ça, bon... Voilà, ça va, on ne peut pas que ce soit casse-pied, mais c'est sympa, je trouve, de varier un petit peu aussi, ça change un peu, et ça permet peut-être de voir les choses différemment. Des fois, des gens comprennent mieux dans un cours et moins dans un autre, parce que des fois, c'est les exemples qui peuvent complexifier un peu le propos. On va passer ici, enfin, on va passer nulle part, on est déjà là, on va aller donc dans cette classe au window, et on va reprendre un petit peu les exemples que nous avions, on va faire un constructeur, ou même plutôt déjà notre propriété. Donc je vais faire public, maintenant que vous savez ce que c'est, on peut se permettre. Title, je vais mettre juste get. On va rester sur un exemple là. Valeur par défaut, comment je peux mettre, je vais l'appeler app, voilà, ce sera magnifique. Ici window, on veut juste un titre, pas un name, décidément. Et là, on va faire pareil, attendez, on va faire encore une fois, ça fait réviser, comme ça c'est bien. Voilà, vous voyez, on peut faire quelque chose de très court finalement. Comme ça, après moi, ça que j'ai plutôt tendance, je préfère quand tout est bien aéré de ça, je le fais vraiment pour vous. Sachez que ça c'est vraiment pour vous. Moi j'aime bien quand c'est bien aéré, etc. Là, je fais un effort. Alors, passons à la suite. Pour l'héritage, le concept en lui-même d'héritage est assez simple finalement à comprendre, à définir et à expliquer, puisque c'est quelque chose que nous connaissons dans la vraie vie, même si la vie virtuelle fait partie de la vraie vie aussi, puisqu'on a ça concernant les personnes, d'accord, héritage, voilà, de parents, de grands-parents. Donc on comprend parfaitement ce système, même si vous allez voir qu'en programmation, on a quand même des choses un peu différentes, qui, si on l'appliquait dans la vraie vie, on ne serait pas forcément d'accord. On dirait non, dans la vraie vie, ça ne marche pas comme ça non plus. Donc ici, l'héritage, ça va consister en la relation, finalement, une relation entre deux classes. Alors, il peut y en avoir bien sûr plusieurs, mais nous, on va parler ici de deux classes, puisque c'est une relation d'une classe à une autre, qui peut elle-même bien sûr être reliée à une autre par héritage, et ainsi de suite. Vous allez voir qu'on peut avoir un héritage comme ça, avec plusieurs classes, bien évidemment. Donc la classe window, alors c'est pareil d'ailleurs, je voulais faire de l'héritage de cette classe, mais il va falloir que je trouve un exemple bien précis, mais on verra, écoutez, de toute façon c'est juste un exemple, c'est pas censé être quelque chose de réaliste, peu importe. Donc cette classe, alors on va en recréer une, on va faire ça. Faire window, win. Alors ici il lui faut un titre, donc je sais pas moi, hop, programme en C#, ce sera très bien, c'est merveilleux. Bien sûr, si j'accède à la propriété où je la modifie, vous savez que ça marchera grâce à cette propriété qui a été définie, qui est publique. Donc ça rend les choses possibles par rapport à ce que nous avions vu précédemment. Donc pas de problème à ce niveau-là. Ça, c'est la première chose. On a une classe, voilà, qui représente quelque chose, d'accord. C'est une classe ici qui va représenter une fenêtre d'interface graphique, avec tout ce qu'on y mettra par la suite si on veut développer ça. Maintenant, nous allons créer une classe d'héritage. Par exemple, je veux pouvoir produire une fenêtre, mais une fenêtre qui sera un peu plus... Alors, on va peut-être même changer l'exemple. Je pense qu'on peut faire un exemple mieux. On va changer, je me permets. Comme ça, vous voyez, ça changera encore d'avant. Je vais mettre widget, parce que la fenêtre, je ne vais pas forcément être très inspiré, on va partir là-dessus. De toute façon, ça ne change pas. Widget, on peut dire qu'il a un titre. Voilà, donc le titre du widget. Voilà, super, widget, c'est très recherché. Ici, et on change tout. Je vais mettre W. Voilà, et bah voilà, donc juste changer ça. Un widget. Donc un widget, c'est un élément qu'on peut avoir dans une interface graphique. Par exemple, ça peut être une fenêtre, elle peut en faire partie. Ça peut être un bouton, ça peut être un menu déroulant, ça peut être une barre de défilement. Bref, un tableau, on peut avoir plein d'éléments comme ça. Et justement, là je viens de représenter, d'accord, de définir une classe qui va représenter un widget. Alors on va pas encore parler d'éléments abstraits, d'éléments globaux, etc. ou de polymorphisme. C'est des choses qu'on verra par la suite, on prendra bien le temps de le détailler et de l'expliquer. Mais si on va considérer, voilà, qu'on a un widget
qui est quelque chose finalement d'assez générique, mais on peut en créer, d'accord? Dans l'exemple qu'on a choisi ici, on peut créer un widget, on ne sait pas vraiment ce que c'est, mais ça ne nous intéresse pas de toute façon pour le moment, juste nous avons un widget, et il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Maintenant, moi je veux pouvoir créer un widget un peu plus spécialisé, d'accord? Je veux pouvoir dériver cette classe, donc créer une classe qui est dérivée de widget, qui va spécialiser un peu plus les choses, c'est-à-dire de me dire, bah, je veux un widget qui sera un peu plus complet que celui-là. Parce que celui-là, finalement, hein, dans l'exemple que j'ai noté là, bah, il a juste un titre et terminé. D'accord? Il n'y a pas forcément plus que ça. Moi, je veux créer un élément qui serait une classe pour représenter un bouton. Ceci. Donc si je fais la classe telle qu'elle, on va partir de là, ça peut être intéressant à faire. Je vais noter des choses comme ça. Hein. Prenons un exemple simple. Ça aurait un titre. Donc d'ailleurs, je vais m'embêter, je vais faire ça. Petit copier-coller. Hop. Voilà. Bouton. Voilà, on peut garder le terme, parce que ça widget, bon je sais pas quel serait le nom pour le coup français. Quel est l'équivalent de widget en français? Je me suis jamais posé la question. Parce que on a tellement celui-là, pour le coup on a tellement l'habitude de s'en servir même en français, que je l'ai pas en tête, mais c'est pas grave, ça me reviendra entre temps. Donc public, button, string title, et là bon, on va avoir la même chose. Alors là peut-être même un peu plus d'éléments, donc je vais les mettre ici, ça change un peu. Voilà. Et on pourrait avoir autre chose, par exemple. Donc là, pareil, je sais pas, moi, on pourrait avoir une couleur. La couleur du widget. Alors là, je m'embête pas encore une fois à faire des choses privées ou seulement en lecture, etc. On prend le cas le plus simple possible. Le but, c'est pas que vous soyez perdu avec ça. Voilà. Et puis on peut partir, par exemple, que le bouton par défaut. Alors, ce serait un peu bizarre d'avoir en mettre un code couleur. Encore une fois, c'est un code fictif, bien sûr, en disant bah, qu'en mettant ça, ça correspondrait donc quasiment aux valeurs hexadécimales, donc genre le noir. Ou même quoique sur une interface par défaut on pourrait avoir autre chose. Bref, genre on a un code couleur en fait qui représente bah, finalement voilà, la couleur qui représente du widget, du bouton ici. Voilà, on a cet élément là et on peut par la suite pourquoi pas choisir bien sûr la couleur. Hop. On va faire ça comme ça. Voilà ce que nous aurions dans un cas classique. En tout cas, au stade de la formation, de ce que vous avez appris, ça c'est quelque chose que vous auriez pu faire. Si je vous avais demandé ça comme exercice, vous auriez pu le faire, dire bah tiens il me faudrait une classe pour présenter un bouton, les gens il faut une classe button, et puis il faudrait bah, qu'elle ait un titre parce que c'est un widget, d'accord? Et par contre la différence du widget c'est qu'en plus ça a une couleur, d'accord? Que le widget ici en tout cas par défaut n'a pas. Triste, hein, voilà, il va se mettre à pleurer, mais c'est comme ça, c'est la vie, il fait pas toujours ce qu'il veut. Maintenant, nous on va vouloir créer une relation à ça. Déjà vous pouvez remarquer, alors là ça peut être assez naïf, mais on peut se poser la question que bah finalement, comme on a dit, et on le dit dans notre vocabulaire hein, quand on en parle, que le bouton c'est un widget, bah forcément on va retrouver des éléments similaires. On voit que le titre, et j'en ai même fait un copier-coller, bah c'est quelque chose que j'ai déjà dans mon widget. Et que le bouton, bah c'est une sorte, d'accord, c'est une sorte de widget, c'est un widget. Donc on comprend naturellement, quand on en parle, qu'il y a une relation naturelle qui se fait. Et d'ailleurs c'est souvent un indicateur. Quand vous êtes capable de faire une relation de la sorte naturelle entre deux classes, c'est que généralement il y a moyen peut-être d'opérer, alors attention c'est pas toujours le cas, faut pas tomber dans le piège non plus, mais qu'il y a moyen de créer une relation d'héritage entre les deux. Et c'est ce que nous allons faire. Moi je veux pas que la classe button, elle soit une classe complètement distincte, complètement différente de widget, puisque justement quand on en parle, on dit que c'est une sorte de widget. Donc c'est une classe qui étend, d'accord, qui dérive d'un widget, qui est plus spécialisée, c'est-à-dire qu'elle a plus de choses, mais en même temps elle hérite finalement de tout ce qu'a déjà un widget, c'est-à-dire qu'elle a un titre. D'accord. Alors on n'a pas écrit une méthode parce que j'ai fait un exemple très simple, on l'ajoutera éventuellement par la suite, mais voilà un petit peu ce qui se produit. Donc ce qu'on va faire pour créer cette relation d'héritage, eh bien nous allons utiliser ces caractères-là, on va mettre le 2 points, et vous allez dire de quoi dérive, de quoi en fait hérite cette classe button. Et on va dire qu'elle hérite de widget. Et là, tout va changer. Déjà, on n'a plus besoin de mettre ça, parce qu'il y a une transmission des données. C'est-à-dire que, comme si ici c'est une classe dérivée, eh bien elle récupère par héritage tout ce que possède l'autre classe. Alors à l'exception du constructeur bien sûr, et comme on le verra dans d'autres cas, des finaliseurs, hein, donc c'est le terme employé en C# pour parler des destructeurs, donc c'est l'inverse des constructeurs, d'accord? C'est normal que ça ne va pas en hériter puisqu'on ne va pas créer un widget comme on créera un button. Vous avez bien vu, un widget c'est qu'un titre, un button déjà on voit qu'il y a une couleur en plus, donc on se doute bien que on ne va pas récupérer l'information, et on va regarder comment créer cet héritage avec les constructeurs. Donc le titre, elle le possède, parce que button c'est un enfant en fait, d'accord? C'est une classe qui est enfant de widget, qui est la classe parente en fait. Voilà, si je commente, ça c'est le parent, et ça bah, c'est l'enfant de widget, d'accord? Par cette notation ici particulière. De là,
Je peux ajouter de nouveaux éléments, logique, parce que le widget en lui-même n'a pas de couleur. Donc là, c'est normal que je fasse une propriété pour button. Il n'y a que button qui l'aura. Et ici, on a une différence. De dire comment on peut construire ça, parce que finalement, par cette relation d'héritage, construire un bouton, ça revient à créer un widget. D'accord? Donc comment on peut opérer finalement cet exemple-là? On va pouvoir le faire avec un autre opérateur. Donc je vais enlever le titre, parce qu'elle n'a pas à proprement parler de propriété title, la classe button, en elle-même en tout cas, elle en hérite de la classe widget. Donc pour cela, on a un opérateur qui s'appelle base, qui veut dire la base en fait, et on a plutôt tendance à le mettre ici. Donc on fait ça, base, avec les 2 points aussi, et on indique un petit peu ce qui va être récupéré. Donc par exemple, ceci. Donc ça fait référence au constructeur parent, donc notamment là, et comme il prend en paramètre, vous voyez, un titre, je lui donne ici. Et ça va construire, pour en fait construire le button, ça va construire widget, ça va passer par son constructeur, donc il y aura bien la propriété title, que possédera en fait le bouton, et ensuite lui-même, il a sa propre propriété. D'ailleurs, je peux, encore une fois, parfaitement faire ça, ça fonctionne aussi. Alors je trouve par contre que tout de suite ça devient moins lisible là, parce qu'on en commence à avoir beaucoup d'éléments, mais bien sûr, le corps d'expression autoriserait tout à fait cette notation. Alors je vais remettre comme ça, parce qu'en plus, en vidéo, ça commence à faire large, là, en largeur de code, donc je vais l'enlever, mais on pourrait tout à fait l'écrire comme ça. Voilà. Donc j'ai ceci. Donc on y va. Donc là, je crée mon widget, pas de souci. Je peux faire un petit console.writeLine de title. Voilà. Et je vais créer un bouton. Donc là, je le crée avec les 2 informations qu'il a. D'accord? Donc par exemple, le bouton, on va l'appeler OK. Alors, encore une fois, ça j'aurais pu appeler ça plutôt la valeur du bouton que le titre, mais peu importe, ça n'a vraiment pas d'importance. Et ensuite, la couleur, je mets un truc au pif. De toute façon, c'était vraiment pour l'exemple. Voilà. Et ensuite, je peux accéder, en tout cas on s'attend à ce qu'on puisse faire ça, parce que c'est le but, aux différents éléments. C'est-à-dire là, button, alors que si vous regardez dans le code seulement, imaginons que nous avons que ce code de Visi, on ne verrait pas de titre, à part ici finalement, et cette ligne-là, mais il n'y a aucune propriété titre qui a été définie dans la classe là. Et ensuite, ce qui change bien sûr, c'est la couleur, voilà, et nous allons tester tout ça. Donc voilà ce que nous obtenons. Une erreur, bien sûr, widget ne contient pas de définition pour color, c'est un peu normal. Pourquoi il veut widget? Ah oui, j'ai oublié de modifier button, pardon. Hop, donc c'est normal, effectivement. Il nous a bien dit, non, widget n'a pas de couleur. Donc vous voyez, le compilateur nous a confirmé l'information. Donc là, on affiche le titre de la fenêtre, programme en C#, c'est bon. Et là, nous avons le titre du bouton et la couleur du bouton. Donc ça fonctionne parfaitement, il n'y a absolument pas de problème. Voilà comment se fait l'héritage. C'est aussi simple que ça. Au niveau de la syntaxe, au niveau de l'explication, de la définition qu'on peut en donner, ça se fait tout simplement de cette manière. D'accord? Alors l'héritage, j'en avais parlé précédemment, fonctionne pour les classes. Ça ne fonctionnera pas pour les structures. Voilà encore un élément qui différencie les deux. D'accord? Vous ne pouvez pas faire d'héritage avec les structures, mais par contre les classes le permettent. C'est pour ça qu'il existe ces 2 concepts, et que souvent les gens se disent « Ouais, mais en fait la structure c'est une classe ». Non. À plusieurs détails près, ça ne l'est pas. Donc comme il y a beaucoup de détails qui différencient les deux, même dans d'autres langages, c'est bien 2 choses complètement différentes en soi. Voilà, donc pas d'héritage avec les structures, mais avec les classes, bien sûr, il n'y a aucun problème. Comme je vous l'ai dit, la classe enfant, finalement la classe qu'on dit dérivée, d'accord, ça on dit que c'est une classe dérivée de la classe widget, elle hérite de tous les données membres de la classe parente, à l'exception des constructeurs des finaliseurs, comme je vous l'ai dit, donc ça, il n'y a pas de problème. Voilà, ça c'est ce qu'il faut savoir principalement, en tout cas, pour, on va dire, la base, d'accord, la base des informations. Alors il y a d'autres petites particularités, je ne vais pas vous laisser juste avec ça pour cette séance, on va voir d'autres petites particularités très pratiques. La première déjà, c'est la possibilité d'empêcher cet héritage, la dérivation faite d'une classe, de se dire, moi widget, c'est une classe dite finale, d'ailleurs il y a des langages de programmation qui utilisent le terme final, justement pour représenter ça, et je ne vais pas vouloir en fait autoriser la dérivation, donc la création d'un héritage issu de cette classe. Et pour cela, on pourra indiquer que la classe est scellée, donc elle est sealed, ici, pour dire voilà, que c'est une classe finale, d'accord, qui ne pourra pas, en fait, être dérivée. Donc là, forcément, le compilateur, il ne va pas apprécier. D'accord? Dérivation du type sealed, widget, impossible. Donc on ne peut pas faire, ici, un héritage sur cette classe-là. Alors c'est pareil, il faut l'utiliser quand on en a besoin, d'accord? Si c'est vraiment un besoin que vous avez. C'est pas à faire systématiquement, mais il est possible qu'un jour, vous utilisiez des bibliothèques, des frameworks, je ne sais quoi, ou dans les documentations, vous trouverez des classes qui sont scellées. Donc vous ne pourrez pas, en fait, vous-même, bien sûr, créer un héritage, faire dériver ces classes. Donc c'est tout à fait quelque chose que l'on peut faire dans ce langage de programmation. Donc voilà le petit mot-clé pour le faire, le mot-clé sealed.
On verra pour les classes abstraites, on aura toute une vidéo là-dessus, donc je passe là-dessus. J'avais un petit peu parlé du mot-clé abstract, mais c'est quelque chose qu'on verra bien en détail parce que je pense qu'il faut une bonne vidéo pour en parler et pas juste de lâcher ça en 2 minutes sur une autre vidéo, ça n'a pas d'intérêt. Donc on verra ça plus tard. Un autre point maintenant qui est intéressant, et il faut bien en parler parce que ça ne serait pas forcément valide et valable dans d'autres langages de programmation, donc là on parle bien de C#, c'est concernant les méthodes. Faisons un test très simple. Alors je vais regarder ici. On va faire. Alors, public cherche un exemple. De toute façon, bon, je vais pas faire grand chose. Hein, ça va être. Franchement, on va rester sur quelque chose de très simple. Hein. C'est vraiment pour l'exemple. Donc on teste le widget. Quand même le 6 c'est mieux, ça fait référence bien sûr à l'objet courant. Fonctionnel, bon je suis pas très inspiré là pour le coup pour la méthode, c'était vraiment d'avoir un exemple simple. Bon voilà, on a une méthode test ici. Voilà, donc on va faire ça comme ça. On va l'appeler depuis le widget, d'accord? C'est-à-dire qu'on va faire w.test. Ça devrait pas vous choquer puisque ça appartient à la classe widget. On appelle une méthode qui appartient public. Bon, de toute façon, pour être privé, ça serait pareil aussi, parce que c'est la même classe, donc elle a le droit aux membres privés, pardon. Pas de souci. Et on va faire la même chose pour tester forcément ce qu'on est en train de voir l'héritage pour le bouton. Parce que comme le bouton hérite de widget, on pourrait se dire, bah, de toute façon, voilà, il peut avoir accès, comme on a dit qu'il héritait de tout, il devrait avoir accès à test. D'accord? Donc testons ça et voyons un petit peu si ça se vérifie également pour les méthodes. Et comme vous le voyez, ça fonctionne aussi. Alors d'ailleurs, on peut remarquer que, voilà, et c'est pour ça que j'ai marqué ce nom-là, c'était pas involontaire, que bah, on pourrait se dire, mince, alors effectivement, le bouton c'est une sorte de widget, mais précisément, c'est un peu plus précis que ça. C'est pas seulement un widget, c'est un bouton. Voilà, c'est un widget bien particulier, bien spécialisé. Et là, on pourrait se dire, du coup, comme on part sur la même méthode, c'est-à-dire celle-ci, et bien forcément, comme il en hérite, le bouton, eh bien, il va récupérer le code tel quel. D'accord? Donc, par réflexe, par habitude, et on le voit dans d'autres langages de programmation d'ailleurs, eh bien, on va réécrire, on va redéfinir en fait la méthode. On parle de redéfinition, mais c'est pareil, ça c'est des choses sur lesquelles j'insisterai, je détaillerai davantage quand on abordera le polymorphisme. Donc vous ne vous inquiétez pas s'il y a des choses sur lesquelles je ne détaille pas trop à ce stade, parce que je veux vraiment bien répartir sur des vidéos qui sont dédiées à chaque concept, et pas tout mélanger ensemble. Donc là je vais refaire pareil. Donc redéfinition, en gros, c'est la même chose. C'est-à-dire que je dois avoir la même méthode, d'accord, soit pour les paramètres, éventuellement les retours, etc., mais qui ne fera pas forcément la même chose. Donc là, bah, en fait, bon, on va reprendre ça, hein, bien sûr, on va juste changer par bouton. Voilà. Et de couleur, de code couleur plutôt, parce que sinon ça n'aurait pas beaucoup de sens. Hop. This.color, et voilà. Testons. Classique. Et là, on nous marque simplement que ça masque le membre hérité. D'accord? Donc on a en fait un problème qui est ici. Alors on le voit quand même, par contre je vois que c'est juste un avertissement. Effectivement, c'est juste un petit avertissement que nous avons ici. Donc là, on a, vous voyez, l'application du bouton qui est fait. D'accord? Ce qu'on va préférer faire, ce qu'on va privilégier pour ce langage-là, c'est d'indiquer qu'une méthode peut être redéfinie. Et pour ça, nous allons utiliser un mot-clé qui est virtual, d'accord? Qu'on va écrire comme ceci. Pour dire que ça, on autorise en fait la dérivation, enfin la redéfinition pour être exact, de cette méthode. Ça va éviter pas mal de problèmes notamment. Et quand on va vouloir redéfinir en fait une méthode, on utilisera le terme override, d'accord, qui veut dire en fait une surcharge, on réécrit en fait tout ça. Donc là on va retester. Et voilà, on n'a plus d'avertissement par rapport à ça. D'accord? Donc ça c'est important, c'est pareil une habitude à prendre pour indiquer simplement qu'en fait, comme ici on va avoir besoin où on autorise en tout cas la réécriture, d'accord, la redéfinition de certaines méthodes, on le fait. Soit votre méthode sera effectivement la même pour tous les objets, d'accord, de la classe widget et de tous les objets de la classe enfant, d'accord, qui dérivent, et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, vous pouvez laisser tel quel. Soit vous partez du principe que, bon ça, c'est ce qu'il faut faire vraiment que pour cette classe-là, mais toutes les classes qui dérivent,
on aimerait pouvoir réécrire, redéfinir cette méthode. Donc on l'indique clairement avec le mot-clé virtuel pour dire que c'est une méthode virtuelle qu'on va pouvoir redéfinir. Et ici, on indique qu'on l'a redéfinie avec le mot-clé override. Et on évite pas mal de problèmes, des fois même des problèmes d'erreur, en procédant comme ça. Voilà, donc comme ça, ici, on a ici la méthode test qui appartient au button. D'accord, je ne pourrais pas faire la méthode test en fait. Par exemple, un widget ne pourrait pas en fait appeler cette méthode-là. Aucun sens. Il a la sienne. Alors, autre test qu'on peut aussi s'amuser à faire. Ça va être dans ce sens-là, je pense, comme ceci. J'enlève un peu. Avec le mot-clé, le fameux clé base. Voilà. Et là, on a une erreur. D'accord. Alors déjà, bon, peut-être parce que j'ai fait une erreur aussi au niveau de l'identificateur. Je pense qu'il y aura une erreur ici. On va pas le retrouver là. Parce que là, le problème, c'est que il va chercher la base. Il faut que je le fasse plutôt là. Par exemple ici. Alors ça n'a pas de sens comme code, encore une fois. Mais c'est juste pour vous montrer. Regardez. Donc là, je lui indique la classe parente. Donc en fait, il appelle en fait la classe tête de la classe parente. Alors ça n'aurait pas de sens, encore une fois. C'est juste pour montrer que c'est quelque chose qui est fonctionnel. Mais en soi, ça n'a pas de sens. Et là, effectivement, on rappellerait. D'ailleurs, je vois qu'il ne l'a pas appelé du tout. Ah oui, parce que c'est virtuel, c'est normal. Voilà. Donc là, comme on a en fait l'autorisation d'avoir la classe qui est dérivée, et automatiquement, on n'a même pas en fait, vous voyez, l'affichage qui est fait. Mais de toute façon, l'affichage, c'est surtout que je dois l'ajouter. Voilà. Parce que je me dis, ouais, il n'est pas fait parce qu'il faut que j'ajoute ça. Et là, on va retrouver widget dans les deux cas. Voilà. Vous voyez, on retrouve widget. Parce qu'ici, comme je lui indique tout simplement de passer donc avec le fameux opérateur base, hein, comme on a vu ici, de passer donc à la classe parente, juste au-dessus, et bien c'est effectivement la méthode test là qui sera appelée. Donc tout ça pour dire aussi que quelque part, d'accord, même si vous avez ce mot-clé virtual pour dire vous autorisez la dérivation, alors déjà, vous n'êtes pas forcément obligé de le faire, et dans tous les cas, si je fais, alors je pense que de toute façon en passant, là il est possible que ça passe pas bien, mais comme on a une relation d'héritage, voilà. Le compilateur, donc vous êtes dans la classe ici enfant, la classe dérivée, va chercher une classe test, puisque c'est ce qu'on fait, btn ici, et comme il ne la trouve pas, d'accord, puisqu'on a une relation en fait de transition, c'est transitif entre les différentes classes, et bien il va chercher au-dessus. Il va dire je ne trouve pas de méthode test dans la classe button, donc je vais dans la classe, parce que celle-là est dérivée parente, et ici effectivement il la trouve. Et par contre, hein, un peu logique en même temps, si là il n'y en a pas du tout, bon vous aurez un message d'erreur, parce que c'est une méthode qui n'existe pas, elle n'est pas définie. Donc ça paraît un peu logique. Voilà, donc c'est plein de petites choses comme ça à savoir, qui sont quand même bien pratiques à ce niveau-là. Donc généralement, on va faire nos méthodes ici, pour dire qu'elles vont être redéfinies, ces méthodes-là, et on les redéfinit avec le mot-clé, encore une fois, override. C'est celui qu'on utilise principalement pour ça. Voilà, donc ça, je voulais vraiment insister à ce niveau-là, parce qu'il fallait bien le comprendre, d'accord, pour voir un peu comment ça fonctionne. Donc virtual va permettre vraiment de dire qu'on va pouvoir modifier la méthode, d'accord, pour dire en fait qu'on part pas d'un exemple par défaut, et une méthode par défaut elle n'est pas virtuelle. C'est pour ça que si vous faites ça, le compilateur va pas se dire ah ça ok, voilà, c'est une méthode, c'est une propriété virtuelle. Ce n'est évidemment pas le cas par défaut, c'est à vous de l'indiquer principalement, et ça évitera toute ambiguïté, notamment lors de la compilation. Donc à vous de faire en sorte que ça fonctionne de ce côté-là. Alors pareil, j'insiste pas trop non plus, c'est pour ça que j'essaie de pas trop en dire, parce que ça va après empiéter sur d'autres concepts, parce qu'on verra ça plus tard, donc vous en faites pas. Là vous allez avoir une suite de quelques vidéos qui sont finalement des choses qui fonctionnent ensemble, qui sont quand même très reliées ensemble. Donc l'héritage c'est qu'une petite partie, mais il y a ensuite les classes abstraites, il y a les interfaces et le polymorphisme, et tout ça fonctionne quand même plutôt bien ensemble et est relié ensemble. Donc on va avoir plusieurs vidéos sur le sujet, mais là on essaie de rester vraiment purement sur l'héritage, même si j'ai déjà débordé, parce qu'on est en train de parler de redéfinition et de surcharge, même on va en parler, alors que ça concerne quand même beaucoup le polymorphisme. Donc c'est des choses qu'on verra en détail à ce moment-là. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Qu'est-ce qu'on pourrait voir aussi? Protected, oui, le mot-clé protected par exemple, parce que je vois qu'on a du public, etc. Je ne sais pas si on l'avait abordé précédemment, il me semble pas. Je crois que j'en avais juste parlé et je vous avais dit justement qu'on le reverrait. Donc protected, c'est tout simplement pour indiquer qu'un élément est accessible chez l'enfant, chez la classe dérivée. Donc là normalement d'ailleurs, j'aurais dû remettre la classe, on va refaire ça propre. Ride. Voilà, c'est juste pour gagner en largeur. Hein, je mets pas d'autres textes ici et on y retourne. Et là voilà.
Donc là, widget title est inaccessible en raison de son niveau de protection. Alors on peut inaccessible donc ligne 38, donc si on regarde, on va dire ligne 38, et on voit que c'est lui que ça pose problème. C'est pas mince. J'ai défini une propriété title dans la classe widget, et on nous dit bah non en fait t'as pas le droit. Donc là c'est important, ça j'insiste parce que c'est pas forcément le cas de tous les langages de programmation avec ce mot-clé pour le TechTeed, d'accord? Ils n'ont pas tous le même comportement. En C#, ce que ça veut dire, c'est que l'élément, d'accord, ici, est lisible, est accessible pour les classes dérivées, d'accord? Donc pas pour la classe elle-même qui a défini en fait la propriété. Ah, c'est important parce que dans d'autres langages vous pouvez avoir protected qui en fait est un privé, mais privé pas seulement à la classe elle-même, mais aux classes qui héritent, donc aux classes dérivées. Ici en C# c'est différent, on est vraiment pour dire que ça en fait elle cède, si vous voulez, la propriété, c'est un peu bizarre, elle cède la propriété de la propriété à la classe ici qui dérive. Donc button elle peut accéder à title, il n'y a pas de problème, puisqu'elle est une classe qui hérite de widget, mais widget elle-même, même si c'est elle qui a défini la propriété, dans son code, dans son bloc de code, d'accord, dans son contexte, elle n'y a pas accès. Donc ça c'est un petit mot-clé important à connaître, intéressant aussi, qu'on aura l'occasion de réutiliser dans d'autres cas. Mais voilà, donc je voulais quand même qu'on l'aborde, parce qu'on a vu évidemment public, privé, etc. On l'a vu, on n'a pas encore vu internal, puisque c'est tout ce qui est interne. Il va falloir qu'on aborde un autre concept, les espaces dans les assemblies pour l'aborder, on le verra à ce moment-là. Mais celui-là est évidemment très rattaché, fortement rattaché à l'héritage. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup lors de l'apprentissage, la découverte de ce concept, puisque c'est lié justement les relations d'héritage, les classes dérivées. Donc on découvre généralement ce terme-là à ce moment-là. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, par rapport en tout cas à ce qui concerne l'héritage, évidemment il y a encore plein d'autres choses, mais pour l'héritage on va s'arrêter là. On va s'arrêter là puisqu'on parlera on verra comment fonctionne le principe de classe abstraite, c'est des choses qu'on verra plus tard. Donc là on va s'arrêter sur l'héritage simple. Ce que par contre je n'ai pas dit, et c'est vrai que c'est quand même bien de souligner, parce que c'est un peu plus rare qu'on le voie, mais je vais le noter quand même, si admettons on veut créer un bouton spécial, d'accord, je sais pas moi par exemple, quelque chose qui hériterait de la classe button. Je vais mettre special button parce que je suis très très inspiré bien sûr. Voilà, quelque chose comme ça, d'accord? Et bien ce qui se passe, c'est que special button hérite de button, donc est dérivé. C'est une classe dérivée de button qui est sa classe de base. Et button elle-même est une classe dérivée de widget qui est, donc pour button, sa classe de base. En gros, on a classe C qui hérite de classe B et classe B qui hérite de classe A. C'est la même chose ici. On a ce que je vous avais dit tout à l'heure qui est un système transitif, c'est-à-dire que comme button hérite de tout ce qu'a sa classe parente, à l'exception encore une fois des constructeurs, finaliseurs, etc., récupère ses infos, mais comme elle en hérite, forcément elle hérite de tout. Donc la propriété ici title et test, elle en héritera aussi special button, même si vous voyez qu'elle est déjà à 2 niveaux en dessous. C'est pas la classe fille, c'est la classe petite fille en fait de widget. Mais ça fonctionnera, ça fonctionne parce qu'elle est liée à button qui elle-même est effectivement liée à widget. Donc comprenez que ces relations d'héritage en fait créent vraiment des liens ensemble, d'accord? On peut avoir une classe qui hérite d'une autre, qui hérite d'une autre, qui hérite d'une autre, et la classe que vous avez tout en bas dans l'héritage, elle a hérité de ce qu'il y a dans la classe de base, celle qui est vraiment tout en haut. Et ça c'est très important, on parle de données transitives, puisque c'est-à-dire qu'elles vont en fait être transmises, elles transitent d'une classe à l'autre par toutes ces relations d'héritage qui sont faites, ces relations de dérivation. Voilà, et je terminerai avec ça, parce que c'est quelque chose qui est vraiment important aussi à comprendre. Maintenant, bien sûr, comme le veut l'usage, ne vous amusez pas à faire des héritages juste pour faire de l'héritage, d'accord? Il faut que ce soit réfléchi, que ça ait du sens. Pareil, vous ne pouvez pas faire d'héritage multiple, comme certains langages peuvent parfois le permettre, c'est-à-dire d'avoir en fait une classe qui hérite de plusieurs, de dire tiens, special button, elle hérite de button et de widget et puis de autre chose, d'accord? Ce n'est pas possible, mais on a quelque chose qui, entre guillemets, même si c'est pas l'usage premier fait pour ça, mais permet de le faire, ce sont justement les interfaces, et c'est un concept que nous verrons plus tard. Mais attention, les interfaces n'ont pas été créées pour permettre ce qu'on appelle l'héritage multiple. Elles ont toute autre fonction, mais forcément, de manière secondaire, ça permet en quelque sorte un certain héritage multiple. Donc c'est bien sûr une classe qui hérite d'une autre, et on peut que créer des relations une à une comme ça, mais ça peut construire tout un arbre d'héritage, comme je vous l'ai expliqué ici avec tout ce système transitif. Voilà. Ça fait beaucoup de voilà dans cette vidéo, mais c'est bien. Vous voyez, voilà, c'est le... Voilà. Allez, on a fini. On a fini avec le gros morceau, le gros gibier, et on va pouvoir passer à la suite. Je vous dis en tout cas à très bientôt. J'espère que ça vous a plu et que voilà, ça vous donnera encore plus envie de programmer.
Pour la prochaine fois, je pense qu'on verra les classes abstraites, c'est un peu ce que j'ai prévu. J'ai commencé à faire mon plan là sur toutes les prochaines vidéos, parce que je construis ça au fur et à mesure, même si des fois l'ordre ne va pas, parce que vous verrez que tout ce qui concerne les tableaux et chaînes de caractères, on verra ça bien plus tard, alors que rien n'aurait empêché finalement qu'on le voie ça beaucoup plus tôt dans le cours, mais je voulais pour ce cours, déjà pas faire forcément comme les autres, j'essaye des fois de faire un plan de cours un petit peu différent des autres, parce que entre Java, C++, C#, je pourrais limite faire quasiment toutes les mêmes vidéos dans le même ordre, à quelques détails près ça fonctionnerait. Mais là, je change ça un peu, et aussi parce que je voulais très vite insister sur le côté classe, interface, classe abstraite, héritage en C#, là où je l'ai peut-être parfois vu un tout petit peu plus tard avec vous sur d'autres cours, comme Java notamment. Donc c'est histoire de changer un petit peu, pas toujours suivre la même routine, la même structure, mais l'important c'est qu'à la fin, à la vidéo de conclusion, qui sera la dernière vidéo du cours, vous ayez vu tous les concepts dans le cours que je voulais aborder avec vous, et vous pourrez compléter ça bien sûr avec les tutoriels en annexe, et pourquoi pas des exercices si ça vous amuse. Voilà, je vous dis à bientôt, et c'était encore un voilà, pour la suite, pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions, je suis comme d'habitude toujours présent pour y répondre. A bientôt.